Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment sélectionner son prestataire SEO. C'est parti. Alors, j'ai recruté un Minia Maker et un monteur vidéo. Je suis en train de tester, voire tester la collaboration avec eux, le travail. Ok. Petit aparté, je filme depuis mon téléphone. Tu devrais t'apercevoir que la qualité de la webcam est légèrement mieux. Voilà. Donc mes critères de sélection pour recruter, par rapport à ces dernières expériences, j'en citerai 4. La première, l'écoute et la remise en question. Deuxième, le feeling. Troisième, la compétence. Et quatrième, la personnalité du prestataire. Ok. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir de suite, je vais t'expliquer ça. Ici, première, l'écoute. Sur le plan humain, pour en avoir encore fait très récemment la meilleure expérience, la qualité première d'un prestataire, c'est son écoute et sa capacité à se remettre en question. Si ton prestataire se sent braqué, offensé et que tu as la très agréable impression de le faire chier, ne travaille pas avec lui, ce n'est pas un prestataire, c'est un abruti. Pour les monteurs vidéo, les Minia Makers, c'est assez simple finalement à recruter parce que tu vois de suite avec le travail sur la miniature. Donc Minia Maker, ça ne te parle pas comme son l'indique, c'est créateur de miniature, le raccourci Minia miniature et Maker créateur. Voilà, donc en gros, un graphiste dédié à cette tâche-là, quoi. Les monteurs vidéo, je me suis aperçu que c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat, pourquoi? Parce que même si la personne, le prestataire, te fait voir son portfolio, déjà, tu as la compétence en elle-même, tu vas pouvoir juger de la compétence par rapport aux effets, au travail sur la colorimétrie, au travail sur l'arc narratif, sur s'il te met en valeur comme un espace de storytelling, voir sur les plans de cadrage, voir comment il zoome, sur la manière qu'il a de donner de la profondeur, on va dire, à l'histoire, en fait, hein, comme il suffit de regarder un film, tu vois comment c'est filmé, c'est le cas de le dire. Par rapport à ça, donc la compétence en tant que telle, et également la capacité, si tu veux, à adapter cette compétence, que je dirais, à l'univers artistique de la personne, d'accord? Moi, par exemple, en tant que youtubeur, entre guillemets, hein, en tout cas, personne qui fait des vidéos sur YouTube, on va dire, alors, un univers artistique, c'est pas, mais en tout cas, une personnalité, on a tous une personnalité propre à chacun, ok? Par exemple, Thibaut InShape, Norman, Squeezie, tu vois, ils ont tous des manières de faire différentes et une personnalité également différente, d'accord? Tu peux avoir des personnalités, comment dire, une personne un petit peu, pas plate, mais tu vois, un peu comme ça, tac, tranquille, tu vois, tu as une personne un peu plus poum poum poum, rentre dedans, tu vois, voilà. Et en fonction de ça, le montage, je trouve le travail de monteur vidéo, c'est là aussi pour mettre en valeur le sujet, ok, et tout simplement que ça colle à son besoin, à ce qu'il cherche, à son univers. Voilà. Et donc, en tant que client, j'avais la position de client justement qui démarchait des prestataires. En tout cas, j'ai posté une annonce sur différentes plateformes, YouTube, Twitter, LinkedIn. Donc j'ai eu plein de messages. Donc il y a énormément de demandes. Et donc forcément, le truc classique, je demandais les questions, donc le portfolio, pour juger de la qualité du travail et voir si ça correspondait à mon besoin, à mes attentes. Parce que tu peux avoir un travail qui sur le papier est fondamentalement bien, mais ça ne correspond pas à ce que je cherche, à mes besoins actuels, tout simplement. Voilà. Par rapport à la vidéo YouTube, par rapport à ça. Donc tu vois si par rapport aux effets ça te convient et voir par rapport à ce que tu cherches. Donc c'est pour ça dans les monteurs, j'avais échangé avec eux, je leur ai dit voilà, des exemples de vidéos que j'aimerais bien au niveau du rendu, chercher un effet dynamique, un effet impactant, etc. Bref, j'échange, la personne dit oui, la personne fait le travail, elle m'envoie ce travail fait, le montage fait, la vidéo. Et là, il se trouve que je suis énormément déçu. Déçu pourquoi? Parce que je m'aperçois en fait que ça ne correspond pas, à ce que j'ai demandé, à ce que je cherche, donc à mes besoins, et deux, la désagréable impression que le travail a été, comment dire, bâclé, ou en tout cas que ça fait amateur. C'est-à-dire qu'en fait, alors le but, justement, c'est pas de dénigrer le travail fait par ce monteur, d'accord, parce que le travail n'est pas dégueu en soi. C'est juste que je me suis pas senti valorisé quelque part dans ce travail-là. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ok, j'ai eu plusieurs choses. Je me suis dit, première chose, ce travail-là, j'aurais pu le faire moi-même. Et donc, à partir du moment où j'estime que ce travail-là, j'aurais pu le faire moi-même, il n'y a aucun intérêt, si ce n'est économiser du temps, à payer un prestataire pour faire aussi bien que moi et pas mieux. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette impression que ça faisait amateur. Tu vois, il y avait des typos, ça faisait penser à du WordPaint. En fait, j'avais pas d'autres mots par rapport à ça. C'est pas qu'il y avait rien qui allait, mais franchement, il y avait beaucoup de choses quand même. Il y avait beaucoup de choses pour moi qui allaient pas. Le plan sur les zooms, c'était beaucoup trop long. Il a mis beaucoup de footage. Alors, à sa défense, il a mis beaucoup de footage. Donc, des footage, c'est des, comment dire, c'est espèce de, enfin pas de rush, mais d'images comme ça, de séquences, photos, vidéos qui tournent, par du temps vidéo, pour illustrer, c'est illustration vidéo, voilà, tout simplement. Et pour sa défense, il a mis pas mal de ça parce que le rush initial que je lui ai envoyé, je lui avais dit d'ailleurs, c'est pour ça que j'hésitais à faire appel à un monteur maintenant, c'était peut-être trop tôt, vu que je suis en voyage à l'étranger en ce moment, pour préciser le contexte. La qualité de mon setup est pas idéale, ok? Là, du coup, je l'améliore, je filme avec mon téléphone, le Google Pixel 7 Pro,
Bon, l'éclairage est pas top, faudrait que je trouve un autre éclairage. Mais voilà, vu que je suis digital nomade, j'ai des contraintes également de place, etc. Bref, j'ai pas la qualité d'un setup que quand je suis chez moi avec un PC fixe, etc. Et donc le rush initial, donc c'était avec une webcam que je filmais, une fausse 1080 vendue, qui est en réalité une 720 et qui est, qu'on se le dise, pourrie. Et donc la version full cam, enfin bref, est pas terrible. J'avais pas fait d'export en plus différents fichiers. Bref, ce qui fait que tout ça pour dire que le rush initial était pas très exploitable. En tout cas, il avait pas pouvoir faire des miracles pour sa défense. Pour ça, pour combler ça, pour compenser ça, il a fait pas mal de footage. Le problème de ça, c'est que les footages étaient beaucoup trop longs. D'accord ? Étaient beaucoup trop longs. C'était ennuyeux. Voilà. En gros, moi, en tant que spectateur potentiel, j'accrochais pas. Et donc, je pars du principe que si j'accroche pas, les personnes qui vont regarder ne vont pas accrocher non plus. Voilà. Bref. Donc, par rapport à ça, je lui fais un retour. Certes, je lui fais un retour sur la forme qui n'était pas adaptée. C'était brut de décrochage, j'étais un peu incisif. Je reconnais, c'était un retour à chaud. Mais la personne s'est braquée. Du coup, vu qu'elle s'est sentie blessée, la stratégie classique, c'est l'attaque. Donc, elle a éprouvé ce besoin de me rentrer dedans et donc, du coup, de dénigrer mon travail, qu'en gros, ce que je fais, c'est ennuyeux à mourir, etc., etc. Bon, bref. Et par rapport à ça, je me suis aperçu que finalement, c'est un mal pour un bien parce que certes, tant pis, j'ai payé ce travail-là. Donc, j'ai perdu de l'argent. Mais d'ailleurs, c'est la vidéo, si ça t'intéresse, qui est sortie au moment où au moment où tu vas voir cette vidéo, pas au moment où elle est tournée, mais au moment où elle sera publiée. C'était la vidéo sur les sous-domaines qui va être publiée aux alentours de fin août, je pense, dans ces eaux-là, sur les sous-domaines SEO. Bref, qui dure peut-être 15-16 minutes. Et donc, je me suis aperçu que cette personne-là n'était pas faite pour moi. C'est pas forcément que la personne n'est pas compétente. C'est qu'elle n'était pas faite pour moi dans le sens où je ne me suis pas senti écouté, compris, il n'y a pas eu de feeling, il y a eu une espèce de dissonance, de décalage. Voilà, ok. Et c'est surtout que le prestataire n'avait pas du tout cette capacité d'écoute et cette capacité à se remettre en question, qui pour moi est indispensable. Je l'ai mis dans l'ordre, un petit peu dans l'ordre que j'estime être important. La première qualité d'un prestataire, de n'importe quel professionnel, avant la compétence, on dit toujours la compétence, oui bien sûr on vend de la compétence, mais pour moi c'est avant tout l'écoute et la remise en question. Parce que tu as beau être compétent, être un cadre, ce que tu veux, être pourquoi pas, le meilleur en son domaine, pour moi ça ne veut absolument rien dire, c'est complètement subjectif, mais peu importe, partons de ce postulat-là. Si derrière tu fais quelque chose qui n'est pas du tout adapté à la demande du client, tu n'es pas un bon prestataire. Pour moi c'est le b.a.-ba. Le prestataire, quand tu positionnes quand tu fais une prestation, c'est du travail commercial, c'est de l'écoute et le besoin du client. Tu réponds à la besoin du client, tu adaptes ta prestation aux besoins du client. Okay. On a eu d'ailleurs, pour un exemple, je me rappelle une anecdote quand je travaillais en agence, donc entre 2008 et 2012, on avait, alors je ne sais plus exactement le client et la thématique, mais je me rappelle en tout cas qu'il y avait un client qui avait formulé une demande de création de site internet. Et par rapport à ça, il y avait eu une espèce de délire de développeur qui voulait bien faire en plus, voilà, il venait de démarrer dans le milieu, donc il était chaud, il était passionné, tout ça, et c'est bien d'avoir cette flamme-là. Et du coup, par rapport à ça, donc il y avait une grosse demande en fonctionnalité, et du coup, on avait besoin, donc sûrement que ça va être pour un site immobilier, parce que c'est souvent pour cette thématique-là qu'on a des grosses fonctionnalités en dev. Et donc, on éditait un CMS maison, d'accord, un FCKE éditeur, basé sur ça en tout cas. Et on s'est dit, ok, par rapport à ce CMS-là, on avait besoin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités importantes qui demandaient de retoucher au cœur. Donc on s'est dit, par rapport à ça, on va faire une V2, une deuxième version de ce CMS-là. On va ajouter des fonctionnalités, etc. Sauf que du coup, ce développeur-là, Laurent, je pense pas que tu regardes sa vidéo, mais bon, on sait jamais. Personne super sympa d'ailleurs, et très compétente. Et ben, elle est partie dans le délire finalement quelque part de la compétence, ce qui peut arriver à tout le monde. Et voilà. Elle a eu envie de bien faire, de trop bien faire, de développer plein de fonctionnalités qui étaient super intéressantes, mais qui posaient de sérieux problèmes. Un, ça ne répondait pas du tout à la demande actuelle du client. Il y avait beaucoup plus de fonctionnalités que nécessaire. Deux, ça a entraîné un coût de perte de rentabilité pour l'agence qui a été important parce que du coup, voilà, tout ça, ça a été un travail qui n'a pas pu être facturé parce que pas adapté au client, à la demande initiale du client, donc on n'a pas pu le justifier, ok, ce qui est normal. Tout ça pour dire que l'écoute et le besoin du client, c'est fondamental. Voilà, okay. Et donc, si ton prestataire se sent braqué, offensé, en gros, qu'il n'accepte pas la critique, alors la critique pour la critique, ça n'a pas d'intérêt. Mais à partir du moment où la critique est constructive, tu dois l'entendre et l'accepter en tant que prestataire. C'est fondamental, sinon tu n'es pas fait pour être prestataire, tout simplement. Voilà. Parce que forcément, des critiques, quand tu fais une prestation, tu en auras. C'est inévitable. C'est inévitable. Et tant mieux d'en avoir. Sinon, c'est qu'il y aura un problème. Et ça te permet aussi d'adapter ton travail, d'avoir un visu, d'avoir un retour pour savoir où tu vas. Voilà. Moi, quand je travaillais, parce que je n'accepte quasiment plus de prestations à l'heure actuelle. Parce que voilà, on est en 2023, ça fait 15 ans que je fais la prestation SEO, j'en ai plus envie, tout simplement. Et j'en ai plus besoin. Mais les dernières prestations que je faisais, je pense notamment à un client dans la thématique santé, j'en parle dans l'académie d'ailleurs, est accompagné pendant 1 an et demi sur un chantier global. Qu'est-ce qui a expliqué le succès, et à chaque fois d'ailleurs,
qu'est-ce qui explique le succès de tes campagnes SEO? Qu'est-ce qui fait que tu as les meilleurs résultats SEO sur une prestation? Je parle en tant que prestation, pas pour tes propres projets, en tant que prestation. C'est toujours quand tu as un travail de synergie avec le client. Ça suppose quoi concrètement? Que le client, bien sûr, a le budget, c'est la présupposition indispensable quand même, parce que le budget, ça reste une nerf de la guerre. Il a donc les moyens de ses ambitions. Que le client t'écoute. Toi, tu te positionnes en tant que prestataire et quelque part expert entre guillemets, tu connais ton travail, mais c'est également quand le client te fait ton retour et toi en tant que prestataire, tu as la capacité à l'écouter quand tu estimes que la critique est constructive. Je dis pas d'écouter, je dis pas de dire amen à chaque critique du client, ça c'est pas le but, c'est pas le rôle. Le rôle du prestataire, c'est d'écouter, entendre, écouter, c'est différent, mais entendre, écouter la critique, de faire appel à ta capacité de discernement pour voir, pour estimer, juger si la critique du client est objective ou pas, c'est-à-dire objective dans le sens où est-ce que c'est dans son intérêt ou pas, est-ce qu'il y a intérêt ou pas. Si c'est fondé, dans ce cas-là, oui, tu l'appliques, tu échanges avec lui, etc. Et tu avances. C'est comme ça que tu avances. Voilà. Okay. Mais si tu es braqué dès le départ, tu dis non, mais c'est moi le cadre, je sais ce que je fais, et lui il dit de la merde, il ne sait pas de quoi il parle. Si tu as ce positionnement-là et que tu es hermétique, pour moi, c'est tu vas droit à l'échec. Tu te tires une balle dans le pied. Pour toi-même, tu ne vas pas évoluer. Pour ta propre publicité, parce que les clients ne parleront pas de toi ou ne parleront pas en bien de toi. Et pour le client également. Parce que tu vas tuer le travail du client, tout simplement. Voilà. Okay. Donc, en tant que client, si tu as la très désagréable impression de le faire chier, moi, tout simplement, je te conseille pas de travailler avec lui. C'est du bon sens. Il ne faut pas être maso à ce niveau-là. Okay. Et donc, pour moi, c'est la première qualité. Premier critère, en tout cas. Donc, pour moi, ça, c'est pas un prestataire. C'est un abruti, ou en tout cas, c'est une personne qui n'a pas les compétences nécessaires pour être prestataire. Et quand je dis compétences, je ne parle pas de compétences à ce niveau-là professionnelles. D'accord ? Je parle plus des compétences humaines ou en tout cas commerciales. Voilà. Parce que la base d'une prestation, finalement, c'est un contrat entre le client et toi. Voilà, d'accord. Alors, en tant que client, prospect et humain, il n'y a pas de question con. On me pose souvent la question « Sébastien, j'ai une question un peu con à te poser, j'ai une question con. » Et je dis toujours « Mais il n'y a pas de question con. » Moi, le premier, quand j'ai débuté dans ce domaine, j'ai posé, si tu vas par là, beaucoup de questions cons. J'ai fait énormément d'erreurs. J'ai beaucoup échoué. C'est ce qui m'a permis justement de réussir et ça fait partie de l'apprentissage. Parce que forcément, une fois que tu sais ce qu'il faut faire, ça soit dans n'importe quel domaine, ça te semble évident. Mais ce qui est évident pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que la personne qui pose ça, pour lequel qui n'a pas la réponse, c'est un abruti et toi tu es intelligent. Non, c'est juste que tu as la réponse tout simplement. Voilà, ok. Parce que tu as beau croire que tu es intelligent dans ton domaine, que tu as une expertise dans ton domaine. Moi, le SEO, on va dire que c'est devenu ma zone de confort parce que forcément, c'est quelque chose. Je travaille depuis 2008, d'accord, 2007-2008 et dans le business en ligne depuis 2003. Donc 2023, moi, je fais cette vidéo, ça fait 20 ans. Donc forcément, je sais quand même de quoi je parle. Ok, c'est normal. Mais quelque part, il n'y a aucune gloire à ça. Heureusement que je sais de quoi je parle, vu que ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine, d'accord. C'est comme un plombier. Heureusement qu'au bout de 20 ans, il sait ce qu'il faut faire dans la plomberie. Comme heureusement, un électricien, il sait ce qu'il faut faire dans l'électricité. Heureusement. Il vaut mieux, quelque part, d'accord. Sinon, il y a des questions à se poser. Mais on est tous le con de quelqu'un, si on va par là. On a tous des questions cons, d'accord. Moi, par exemple, en bourse, même si, quand j'étais gamin, j'étais entouré avec mon grand-père, mon oncle, mon père qui parlaient de bourse, j'avais plein de questions. Même au jour d'aujourd'hui, parce que la bourse est tellement large, tu vois, c'est un exemple auquel je pense, où je m'intéresse de plus près dans une branche de la bourse, et même dans ça, j'ai encore énormément de questions. Et c'est ça qui est passionnant dans les domaines. Ça le fait dans n'importe quel domaine. Quand tu découvres une réponse, ça t'apporte plein de nouvelles questions. Et donc, après, ça se fait avec le questionnement. Voilà. Okay. Donc, tout ça pour dire, il n'y a pas de questions con, il faut poser les questions. On est tous le con de quelqu'un, la connaissance est relative, personne n'a la science infuse. Et donc, c'est important de poser en tant que prospect ou client, de poser des questions à la personne, à ce prestataire. Si le prestataire se sent braqué, si tu sens que ça, tu vois, il te fait comprendre qu'il n'y a pas que ça à faire, voilà, papati patata, dans ce cas-là, pour moi, c'est rédhibitoire. Voilà, c'est mon avis. Ok, donc écoute besoin du client. Deuxième chose, le feeling. Pour moi, c'est la base, encore une fois, avant la compétence. Voilà. Sélectionne en premier ton prestataire sur le feeling. Si ça ne passe pas et que le mec est bon, ça ne sert à rien, ça fera toujours de la merde à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que moi, un prestataire, alors ça dépend. Si c'est une presta one shot, c'est pas trop gênant à la rigueur. Pourquoi pas, tu peux faire l'impasse mais ça pour moi c'est plus un choix par défaut, d'accord. Un exemple qui me vient, là tu vois sur des sites WordPress, donc tu as des plugins, tout ça, et bon les plugins qui sont connus depuis maintenant des années, donc tu as WP Rocket pour la performance, et tu as CQPress pour un plugin de sécurité, voilà, ok. Ce qui est WP Rocket à la performance.
Développeur requête plugin de cache, CQPress plugin de sécurité. Bon, l'équivalent de WordFence et compagnie. Alors, l'avantage pour moi de CQPress par rapport à d'autres plugins comme WordFence et compagnie, c'est un plugin certes payant, mais fondamentalement parlant sur le papier, c'est un très bon plugin. Déjà au niveau de l'interface est bien chiadée, interface ergonomique, etc., etc. Donc sur le papier, c'est très bien. Ça a un coût, mais voilà. En fait, si tu veux, ça reste un choix par défaut parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'a toujours pas, d'ailleurs, ça me paraît fou, d'ailleurs, il n'y a toujours pas de concurrent, en tout cas, sérieux, qui fasse la même chose que lui. Voilà. Donc c'est un choix par défaut. Pourquoi ? Parce que pour avoir échangé avec lui par le passé, donc cette personne, du coup, j'ai cité CQPress, je peux le citer, donc Julien Potier, je crois que c'est ça, ouais. C'est une personne avec qui je n'ai pas de feeling, parce que j'avais posé une simple question en tant que client, la personne m'est rentrée dedans, mais vraiment a été irrespectueux. Et quand je dis irrespectueux, je pèse mes mots, très irrespectueux, d'accord ? S'est senti braqué, il dit ouais, on parle pas comme un chien, enfin bref, elle est partie dans un délire complètement, voilà. Et donc je me suis dit, mais en fait, il en a rien à foutre de ses clients, il parle à ses clients comme de la merde, voilà. Je me suis vraiment senti rabaissé comme une de la merde, tu vois, j'ai eu peu de fois, heureusement, ça m'est arrivé peu de fois dans ma vie où je me suis senti comme une merde, tu vois. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais au Pôle emploi, quand la personne m'a parlé comme une merde, justement, elle m'a pas écouté, donc j'en avais référé justement à son responsable. Et cette fois-là, voilà, c'est les exemples auxquels je pense. Et là, je me suis dit, putain, mais je fais quoi ? Tu vois, j'étais vraiment à deux doigts d'enlever, de résilier ce truc, parce que je suis, même si ça fait le taf, je me suis senti heurté au niveau de mes valeurs. C'est pas quelque chose que, voilà, je raisonne beaucoup au niveau des valeurs. Bon, après, j'ai décidé d'être raisonnable. Je me suis dit, pour l'instant, c'est OK. Malheureusement, il n'y a personne à l'heure actuelle qui arrive à son niveau sur le papier, d'un point de vue compétence du plugin, et c'est pour ça que je suis resté chez lui. Mais en tout cas, voilà, et maintenant, même si à l'heure actuelle, voilà, depuis, il y a eu de l'eau qui a coulé sur les ponts, et puis depuis, voilà, les sites, je pris de la distance par rapport à ça. Là, en ce moment, je suis à fond sur la création de contenu, sur les formations, etc. C'est pas quelque chose ça serait moins urgent, on va dire, voilà. Mais tout ça pour dire que c'est le feeling. Ok, voilà. Donc pour moi, en tout cas, chacun voit midi à sa porte. Pour moi, c'est très important parce que surtout, si tu vois ça sur un partenariat sur le long terme, ok. Sur le long terme, forcément, c'est important qu'il y ait une bonne ambiance, que tu te sentes écouté. Et pour moi, ça, c'est fondamental dans tous les domaines. Un autre exemple qui me vient récemment, je vois ça avec la banque. Je suis en pleine, de toute façon, pour moi, là, c'est l'année de la restructuration, là, 2023. C'est un gros chantier au niveau de la banque. Là, j'ai de l'argent dans plusieurs banques. La caisse d'épargne, j'ai rapatrié. Crédit Agricole, j'en avais plusieurs. J'avais au Languedoc, en Charente, à Toulouse. Bon, j'avais plusieurs trucs. J'ai commencé à simplifier, à centraliser. Mais Crédit Agricole, c'est pareil. Je suis ces dernières années, les conseillers, c'est devenu n'importe quoi. Incompétence, déjà. Alors déjà, il y a plusieurs facteurs. Incompétence. Il y a le côté, t'es qu'un numéro, pour des problèmes, tu sais que tu ne peux pas compter tu ne peux pas compter sur eux, ok. Et de manière générale, c'est le problème de la banque de détail, en fait. La banque de détail, c'est la banque, entre guillemets, pour les pauvres, entre guillemets, je m'inclus dedans. Hein. C'est-à-dire que si tu n'as pas minimum 500 000, tu as accès à la banque pour le grand public, la banque de détail, la banque au quotidien. Et, entre guillemets, c'est de la merde qu'on se le dise, voilà. Et après, tu as les banques privées, où là, c'est réservé plus à... tu as un ticket d'entrée à payer, quoi. C'est à partir de 500 000, ça dépend après les banques, voilà. Et donc, par rapport à ça, je change aussi de... Voilà, donc il y a Fortuneo, Boursorama, etc. Bref, j'étudie tous les trucs pour que ça soit intéressant pour moi. Mais pourquoi je fais ça ? Parce que c'est parti d'un postulat. Je savais que je perdais de l'argent, que les frais, par exemple, j'avais des frais sur lesquels je pourrais avoir moins de frais, un meilleur rendement sur d'autres banques, par exemple. Mais je restais par facilité parce que voilà, il y avait le côté avec l'échange du conseiller, etc. Et que cet argument-là ne tient pas au jour d'aujourd'hui parce qu'il n'y a plus aucun feeling, même avec le directeur de la banque, etc. Ok, voilà. Donc pour moi, c'est un critère qui est important. Donc le feeling. Ensuite, la compétence. La compétence, donc ça, on arrive quand même au b.a-ba finalement. S'il y a, en supposant donc les deux cases avant soient remplies, l'écoute et le feeling. Donc la compétence, s'il y a feeling, alors on voit pour la compétence, voir si le mec voilà, te parle concret, tout simplement. Moi je suis quelqu'un, si tu commences à me connaître. Donc ouais, si tu as été voir sur ma page ici, qui je suis, donc seformaker.com/formateur SEO, donc là je détaille comme je suis avec mes valeurs, etc. Donc je suis quelqu'un qui me concentre sur le concret, le pragmatisme, voilà, tout ce qui est théorie, bullshit, blabla et tout, c'est pas pour moi, ça me parle pas, voilà, j'aime bien côté actionnable. Et donc, je déteste perdre mon temps, ou en tout cas avoir cette impression de perdre mon temps, et également par effet ricochet de faire perdre du temps à l'autre. Donc c'est pour ça quand j'ai recruté un media maker, un monteur vidéo, surtout pour un monteur vidéo, parce que ça a été beaucoup plus compliqué à trier, parce qu'il y a énormément de demandes. Pour éviter de perdre du temps, j'ai demandé à la personne, avant de me contacter, donc déjà qu'elle me contacte directement, mais avant ça, qu'elle regarde ma chaîne YouTube pour qu'elle s'inspire de mon univers, qu'elle voie
ce que je fais en termes de format, ma personnalité, etc. Et qu'elle me contacte en me disant deux choses, en me communiquant deux choses. Son portfolio, ça c'est la base quand tu travailles dans l'univers artistique, hein, portfolio pour voir un petit peu, et les tarifs. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que les personnes auxquelles je n'ai pas pris la peine de répondre, c'est toutes les personnes qui n'ont pas rempli ces conditions, portfolio, tarif. Pourquoi? Parce que ça présuppose que la personne qui n'a pas fait ça n'a pas pris la peine soit de lire mon post ou de comprendre mon post. Dans les deux cas, le résultat est le même. À la fin, elle n'a pas compris ce que je demandais. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que déjà, le postulat de base n'est pas bon. Donc, ça suppose que si je faisais appel à la personne avec un partenariat, je perdrais du temps, ça provoquerait de la frustration, etc., etc. Donc, ça ne correspond pas. Voilà. OK? En tout cas, moi, je raisonne comme ça. Donc, s'il est capable de te sortir ses tarifs directement, c'est bon, déjà. Pourquoi? Parce que ça présuppose plein de choses. S'il est capable de sortir ses tarifs directement, dans le cas où je lui demandais de communiquer mes tarifs, ses tarifs, pardon. Ça présuppose, un, qu'il a compris ma demande, qu'il répond à la demande, donc on en revient au point 1, écoute et besoins du client, c'est la base pour moi. Et deux, qu'il assume ses tarifs. Parce que souvent, c'est quelque chose que je peux comprendre également, on est tous passés par là, moi le premier. C'est directement lié à la confiance en soi. Et la confiance en soi, ça s'acquiert, d'accord? Même s'il y a, on va dire, l'espèce de prédisposition, ça s'acquiert. Celui qui dit le contraire, c'est justement du bullshit. Ça s'acquiert comment? Toujours pareil, avec les résultats, en ayant des résultats, avec l'expérience, etc. Voilà, ça se travaille. Donc ça rejoint la légitimité. Et donc, les débuts, t'es là, t'assumes pas trop, c'est normal, tu débutes, tac, tac, tu sais pas trop, voilà, ok? Et donc, souvent, le problème de ça, c'est que tu vas essayer de tourner autour du pot pour avant de montrer tes tarifs, tac, tac, pour voir, tu t'oses pas trop. En fait, tu assumes pas tes tarifs. Et je comprends, c'est pas le problème. Mais moi, du coup, ça ne correspond pas à ça parce que je n'ai pas de temps à perdre, tu vois. Ces personnes-là, je préfère les laisser à d'autres personnes, le temps qu'elles se forment, etc. Voilà. Et c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà. Et donc, s'ils tournent autour du pot, c'est que c'est pas assumé et donc pas de compétences à la clé. Quand je dis ça, je dis pas que la personne fait de la merde parce qu'on a tous commencé par là. On commence tous en faisant, mais si, il faut le dire quand même, on commence tous en faisant de la merde. Moi, le premier, j'en ai parlé dans les vidéos sur les échecs d'ailleurs, et je le dis, j'ai fait des échecs, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je cherche quelqu'un qui est compétent, en gros, si je pars du principe, si je paye une personne, c'est pour payer pour la compétence. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, je n'ai pas de temps à perdre à former une personne, ou en tout cas, autant le faire moi-même. Voilà. Ok. Donc, mais ça, par contre, ça va bien si tu es en agence, si tu as les ressources nécessaires et le temps pour former la personne et que tu vois ça comme tu recrutes un employé que derrière, tu vas pouvoir capitaliser sur le long terme. C'est ce qui s'est passé en agence à l'époque. L'agence m'a fait confiance. Je n'y connaissais absolument rien. J'avais bluffé l'entretien. Je disais que je connaissais tout. Et du coup, bon, ça en est rendu compte, voilà. Mais après, elle a joué le jeu. J'ai beaucoup appris. Ça n'a pas été rentable pour elle la première année. Mais après, elle a capitalisé dessus. Elle a largement rentabilisé, on va dire, son investissement. Voilà. Alors, s'il te dit exactement ce qu'il va faire, ça sent bon. Ça veut dire que déjà, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait. Et ça veut dire que c'est clair dans sa tête. Donc, l'exemple SEO. Si on te parle, par exemple, s'il te parle de TF, tu vois, des termes pompeux, donc le Trust Flow, le CF, etc., qu'il emploie des termes pompeux, pour moi, ça présuppose que la plupart du temps, c'est que c'est un guignol, d'accord? C'est un guignol qui essaie de se faire passer pour un expert en masquant son incompétence. C'est une technique courante que quand tu sais pas de quoi tu parles, tu essaies de provoquer un état de confusion mentale à ton audimat, à ton public, d'accord, à ton audience, en utilisant des termes comme, voilà, PR modeling, tatati tatata, blablabla sémantique, etc., pour donner, donc c'est le paraître, être ou paraître. Il y a d'ailleurs une excellente chaîne, c'est encore autre chose sur les pseudo-gourous New Age, ça c'est autre chose. Mais être ou paraître, voilà, ok? Entre les personnes qui, en utilisant ces termes-là, ça projette une image, ça projette une image de pseudo-expert qui sait de quoi il parle parce qu'il utilise des termes pompeux, voilà. Et il profite, c'est les biais cognitifs, il profite justement de la crédulité de l'audimat qui va associer justement les termes techniques, parce que dans l'inconscient collectif, une personne qui utilise des termes techniques, ça présuppose qu'elle sait de quoi elle parle, d'accord, qu'elle est intelligente, etc. Voilà. Alors que dans les faits, c'est complètement faux. C'est également vrai pour la réputation, c'est un excellent exemple. Une personne a beau bénéficier d'une excellente réputation, ce n'est pas pour ça qu'elle va être compétente. La réputation n'est pas associée à la compétence, c'est un biais cognitif. Et dans le domaine SEO, c'est un très bon exemple, un excellent exemple. Il y a beaucoup, notamment dans les anciens, les boomers, justement. Preuve en est, il y a eu encore un exemple, un talker, justement, cet été, qui a fait un billet, justement. Tu as beaucoup de pseudo-experts qui se autoproclament pseudo-experts, qui vont utiliser des termes comme ça, pompeux, etc., qui vont faire du copinage entre eux, d'accord, pour se créer un réseau de réputation.
je te fais de la pub, je suis sympa avec toi, donc il y a une attente en retour, toi en échange, tu me fais de la pub, etc. Comme ça, on se fait tous passer pour des pseudo-cadors. Et c'est comme ça que depuis des années, c'est toujours les mêmes qui reviennent, voilà, tatati tatata, on a les conférences, etc. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont compétentes, ces personnes-là, d'accord? Il y en a, bien sûr, heureusement, mais pas toutes. Voilà. Ok. Donc, souvent, moi, je pars du principe que quand tu es vraiment compétent, un vrai expert pour moi, d'accord? Déjà, c'est pas une personne qui s'autoproclame expert, voilà. Expert, rockstar ou compagnie. Et c'est une personne surtout qui va avoir la capacité à vulgariser quelque chose de complexe en termes simples. Voilà, ok? Tout simplement. Si tu n'es pas capable d'expliquer à un enfant de 5 ans ton métier, tu n'es pas expert, d'accord? Si tu ressens ce besoin de prouver des choses, de te sentir meilleur que quelqu'un d'autre, déjà, il y a un problème de confiance, tu n'es pas expert. Tu veux donner l'impression d'être un expert, donner l'impression de maîtriser son sujet, mais tu n'es pas un expert, tu es un guignol. Voilà, ça c'est mon avis, ok? Donc, ça, c'est une critère également pour en tant que client, pour savoir si c'est quelqu'un qui te parle ou pas. Un bon ne te démarche pas, c'est toi qui le démarches. Concrètement. Par exemple, le démarchage répétitif, c'est une technique courante. Le démarchage répétitif, pour moi, ça envoie comme signal « Hey, j'ai besoin de thunes, j'ai pas de clients là, tu peux me passer de la thune pour manger, pour payer mes factures ?» C'est ça en fait, ok? Alors, c'est pas problématique en soi, démarchage répétitif. Ça dépend comment c'est fait. La forme est plus importante finalement que le fond. Mais le fond quand même. Tu vois notamment les mails. C'est un très bon exemple. Les mails. Moi, quand je reçois des mails non sollicités, le call mailing, le mailing à froid, je me sens direct agressé. Parce que les mails, putain, tu reçois des mails à foison en ce moment, d'accord? Plus ça va, plus tu reçois des mails. Et t'en as marre. T'en as marre. Voilà, tout simplement. D'accord? Et même quand tu t'abonnes à une newsletter, donc tu exprimes le besoin de ton propre chef de t'abonner, moi, ça m'est arrivé le premier. Je me désabonne souvent à une newsletter. Pourquoi? La raison première du désabonnement, c'est parce que je reçois trop de mails. Des mails tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est trop. T'as autre chose à foutre, à un moment donné, d'accord? Et la fréquence de mail est pour moi fondamentale. Bref, ça, c'est une aparté. Mais donc, le démarchage répétitif. Par exemple, pour les monteurs vidéo ou les mini-makers, récemment, j'ai un mec qui m'a contacté sur Insta. Je savais direct que j'avais pas affaire avec lui. Pourquoi? Parce que la personne ne parlait pas bien française. Ok? Je sais pas si elle était roumaine ou de l'Est ou j'en sais rien, et peu importe. Et c'est pas le problème d'ailleurs. Parce qu'il y a des très bonnes personnes très compétentes là-bas. J'en connais d'ailleurs. Mais le problème, c'est que déjà, je savais qu'il y avait un souci de langue de français. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de faire affaire avec elle. Pourquoi? Tu as ce même problème sur les plateformes comme Fiverr et tout. Encore une fois, pour du one-shot, pour de la presta basique, c'est pas un problème. Mais pour ça, ça allait être un problème. Pourquoi? Parce que déjà, il va avoir un problème de compréhension. À un moment donné, c'est logique. Hein, voilà. Ensuite, il y a la manière dont elle a amené ça. En gros, j'avais dit, pour l'instant, je vais réfléchir à d'autres propositions. La personne m'a dit direct, dit plutôt, par exemple, que... en gros, t'as pas envie de travailler avec moi. Je sais plus comment elle a dit ça. Bon, bref, du coup, je lui ai dit. Parce que je voulais pas la blesser à la base, mais voilà. Mais la manière, tu sentais un côté agressif. Donc ça, déjà, c'est rédhibitoire. Et le côté répétitif que j'ai retrouvé, par exemple, dans les DM sur Twitter pour du montage vidéo, les monteurs. La personne qui te contacte, donc comme j'ai dit, qui n'a pas respecté les 2 règles, tarif, portfolio, j'ai pas pris la peine de lui répondre parce que pourquoi je prendrais la peine de répondre à la personne si elle n'a pas pris la peine de lire correctement mon post, de l'intégrer et donc de répondre à ma demande? Ça n'a pas de sens. Okay? Et donc, du coup, la personne me contacte plusieurs fois, donc c'est bien, ça montre qu'elle est, quelque part, ça double tranchant, ça montre qu'elle est motivée, mais ça montre aussi qu'elle a faim, tu vois. Et donc qu'elle a besoin de toi. Donc ça peut refroidir. Psychologiquement, ça refroidit. Donc le client, comme je t'ai dit, peut se sentir agressé. Une personne qui n'a pas besoin de client, ça présuppose qu'elle a déjà du taf pour s'occuper. Ok? Donc ça présuppose la compétence. Ça veut dire qu'elle elle est suffisamment compétente pour vivre de son métier, de ses compétences, dans le cadre du SEO avec l'édition de site par exemple, ou qu'elle a suffisamment de clients, elle a suffisamment de clients pour manger. Et donc, tout simplement, que si elle a des clients, ça veut dire qu'elle est compétente. Enfin bref, tu vois, voilà, c'est le psychologique. Donc, si tu es bon en SEO, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas par exemple ranker ton site en top 1 sur les mots-clés qui génèrent du business, qui te font manger. D'accord? Comme le fait Paul, par exemple, consultant SEO Nice, etc., sur les villes géologues. Ok? Et donc là, ça change tout. C'est le client qui vient à toi et pas toi qui démarche le client. Donc, psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. Okay. Ici, c'est le client qui te contacte. Si tu es positionné sur première position sur consultant SEO Nice, c'est le client qui a besoin de toi ici qui te contacte. Donc, c'est la force du SEO d'ailleurs. Te positionner sur des targets, sur des mots-clés ciblés justement, où le client qui va taper ça, il exprime un besoin, il est en demande et c'est lui qui démarche. Et donc, si tu démarches, c'est toi qui as besoin du client, donc tu n'es pas en position de force et de négociation. Tu envoies le signal que tu as quelque chose à vendre et que ton taf ou produit n'est pas suffisamment qualitatif pour bénéficier du principe de recommandation. Ça veut pas dire que dans les faits, c'est le cas, ça veut pas dire que tu fais de la merde ou que toi ou ton produit, c'est de la merde. C'est pas ça. C'est juste que psychologiquement, c'est comme ça que ça s'associe. Ok ? Que
tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça marche. Ça ne suffit pas, donc c'est le cas, que tu fais de la merde, c'est juste de la psychologie humaine et des biais cognitifs, tout simplement. Donc CF, effectivement, la vidéo, je te renvoie, si tu l'as pas déjà vu, aux techniques de manipulation ici que j'ai fait, les stratégies d'influence et manipulation, on va l'appliquer au SEO e-commerce, ça dure 1h30. Donc ensuite, dernier critère, pour moi, la personnalité du prestataire. Donc finalement, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le point commun, en dehors de la compétence, c'est les 3 pour moi critères sont plus liés à la personne. Voilà, dans le cadre d'une relation long terme. Okay. Un dernier point pour moi qui est rédhibitoire, tu as 2 types de prestataires. Le premier type, c'est moi ma gueule. Deuxième type, toi mon poulet. Premier type, moi ma gueule, tu reconnais cette personne facilement, c'est si le mec parle de lui pour se faire mousser. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, blablabli, blablabla. Tu montes les pecs, pop pop pop, tu bombes le torse, j'ai fait ceci, cela, bababam, etc. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est un guignol qui a juste besoin de faire mousser son ego. Okay. Donc c'est le cas typique de la personne, moi ma gueule. Je crois être un dieu vivant sur Terre, il croit être une rockstar, mais en réalité, c'est juste un tocard. D'accord? Voilà. Et donc, il y a un adage de mon copain, là, Laurent Bertin, qui dit: quand tu rencontres un con une fois, c'est pas de chance. 2 fois, c'est vraiment pas de chance. 3 fois, c'est peut-être toi le con. Donc je te laisse méditer là-dessus. Si c'est pas pour l'ego, c'est par manque de confiance en soi. Alors ça, c'est un autre cas possible. Alors bon, c'est plus problématique finalement, parce que bon, la confiance en soi, ça se travaille, hein, voilà. Mais du coup, elle essaie de surjouer pour faire croire à l'autre qu'elle est légitime, alors qu'en réalité, elle essaye de se convaincre elle-même de sa propre légitimité. Psychologie humaine, encore une fois, d'accord? C'est quand tu essaies d'en faire des caisses, etc. Tu vois, c'est comme les animaux, quand ils veulent s'accoupler, tu vois, ils essaient tu vois, le lion avec sa crinière, etc. Le pouf, tu vois, tu essaies de bomber, tout ça, pour impressionner, tout ça, voilà. Tout ça, c'est du paraître, effectivement, d'accord? Pour montrer, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus fort, etc. Ok? Et souvent, quand c'est dans le paraître, souvent la personne, elle essaie justement de convaincre la personne, alors qu'en réalité, elle essaie plutôt de se convaincre elle-même. Ok, voilà. Parce qu'une personne qui a confiance en elle, elle n'a pas ce besoin de démonstration, en fait, d'en faire des caisses, tout simplement. Okay. Et donc, on en arrive au deuxième type de prestataire, le toi mon poulet, où en gros, si le mec est orienté sur toi, en gros, soit la personne est orientée sur elle-même, donc en référence interne, ou la personne est centrée sur les autres. Et donc, si le mec est orienté sur toi, voilà, quels sont vos besoins, votre budget, vos attentes, etc. Et bien là, c'est un mec qui est concentré sur son client, qui a compris que la presta dépend du client. Exemple, en tant qu'éditeur de site internet, donc ok, j'ai mes propres sites internet, je vais faire du Black Hat SEO, du netlinking automatique. Je vais faire par exemple un blast avec GSA. Donc GSA, si tu ne connais pas, c'est un logiciel de spam, un des nombreux logiciels de spam. Ici, d'ailleurs, j'ai fait une formation d'ailleurs dessus pour apprendre à le maîtriser. Ok, un des plus connus en termes de netlinking automatique. GSA, Xromer et compagnie. Bon, je fais un blast GSA sur mes propres sites. Ok, et ça marche très bien d'ailleurs. Hein. Je cloque, j'utilise des techniques Tucci avancées, etc. Ok, mais je ne fais pas ça sur des sites clients. Ok. La seule fois où j'avais fait un blast à l'époque sur les sites clients, c'était à l'époque, alors tu n'as peut-être pas connu, c'était LFE Link Farm Evolution. Voilà. Parce que je n'avais pas la maturité nécessaire, le recul nécessaire, et du coup, j'étais là tant que ça rentre, j'anticipais pas assez les problèmes, les pénalités. Voilà, tout simplement. Ok. Et donc, j'avais fait des blasts, quelques prestats comme ça sur des sites clients. Et ça marchait très bien d'ailleurs. C'est plus après, quand il y a eu Penguin, c'était plus emmerdant. Ok, bon. Et donc, depuis le manchot, je ne fais plus de choses touchy, ou en tout cas, je prévois des sites fusibles. Bref, je vais être plus délicat. Je vais avoir une marge de manœuvre je vais avoir plus de marge que pour un propre site. Tout simplement. Parce que, pour des questions d'éthique, hein, tout simplement, quand le client, il confie un petit peu les clés de sa boîte, hein, avec la Presta SO. Et donc, pourquoi? Car c'est pas adapté à la situation. Trop risqué, etc., notamment, et pour d'autres raisons. Et donc, je vais pas être dans la démonstration de dire, ouais, moi je blase, je fais ceci, cela. On s'en fout, ça répond pas aux besoins du client, on va pas le mettre en œuvre, donc quel intérêt? On s'en fout, d'accord? Le client, il s'en fout, là, que tu sois en première position sur d'autres mots-clés, s'il te le demande, oui, pour créer le lien de confiance, c'est important. C'est ce qu'on utilisait à l'époque quand j'étais en agence de communication. Quand j'étais en première position, j'avais positionné le site de mon agence, enfin plusieurs sites d'ailleurs, dans les premières positions sur les mots-clés business. Première position sur agence de communication Paris, Montpellier, Studio 3D, etc. Bref. Donc, effectivement, il y avait une légitimité. Les clients nous choisissaient par rapport à ça. Quand ils posaient la question, c'est nous-mêmes d'ailleurs qui leur posions la question en entretien, pourquoi vous nous avez choisi? Ce qui revenait souvent, ça nous permettait de signer des gros contrats. Écoutez, j'ai tapé agence de communication sur Google, vous étiez les premiers, donc pour moi, vous êtes les meilleurs, les leaders, parfait, etc. Merci, c'est où je signe. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour avoir la légitimité. Mais si la personne te le demande, tu vois, c'est différent.
pas le besoin de démonstration, c'est si la personne te demande. Parce que si le client te demande, ça veut dire qu'il a besoin d'être rassuré. Et dans ce cas-là, oui, tu vas faire la démonstration, mais pas avant. Exemple, pour être premier sur assurance auto. Alors, j'ai assurance auto, mais je pense notamment à les dernières demandes que j'ai eues en prestation, CBD, notamment toutes les thématiques Tucci, CBD, casino en ligne, notamment parce que j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Par exemple, tu as la vidéo sur le CBD, que je t'invite à regarder, c'est pas déjà fait ici. CBD, pourquoi Greenbee est premier sur Google sur 8 CBD. Étude de KSO sur une niche concurrentielle, casino en ligne. Voilà, ok. Il y a 4 mois et il y a 3 semaines. Voilà. Donc, par rapport à ça, forcément, j'ai eu des demandes dans la prestation et j'ai refusé parce que je t'expliquerai plus en détail, mais j'ai déjà dit, je ne fais quasiment plus de prestations, je n'en ai plus envie, j'en ai plus besoin, je vais être focus justement en ce moment sur la création de contenu. C'est mon dada, les formations en vidéo, gérer ma communauté, tout simplement. Je suis plus dans la transmission de compétences et l'évolution classique. C'est comme tu as le joueur de football qui devient entraîneur. Ben moi, c'est pareil, je suis passé de SO à formateur SO, tout simplement. Et à d'autres formations également. Je veux plus m'élargir dans le marketing parce qu'à la base, c'est le business en ligne qui me passionne plus que le SO. Le SO, ça m'est tombé dessus, ça a été un jeu. Mais voilà, je veux m'étendre sur d'autres choses. Même si ça reste mon domaine pour l'instant d'expertise, ma spécialité, on va dire ok. Donc, pour être premier sur assurance auto, il faut créer une stratégie SEO agressive. Assurance auto, tel Paris, CBD, tous les mots-clés concurrentiels sur lesquels il y a des enjeux business, tout simplement. Donc, le client n'a pas le budget nécessaire. C'est arrivé sur la thématique CBD et casino. Il y avait un problème de budget, un problème de ressources. Ressources humaines au niveau de l'infrastructure, par exemple, pas assez de moyens humains. Une ou deux personnes, ok. Mais c'est le cas typique si on me demande ce type de contrat. Si la personne a moins de 2000 € par mois, je vais la refuser. Je la prends pas. Pourquoi? Ou alors je te propose autre chose, une presta plus adaptée. Parce que j'estime qu'avec ce budget ou les ressources, une personne pareille n'avait pas alors le budget était pas déconnant, mais par contre elle n'avait pas les ressources suffisantes. Elle avait qu'une personne. J'avais dit ça risque d'être léger, tu vois, parce que c'est bien beau. Moi je vais faire des recommandations, mais derrière il faut que les recommandations soient mises en place pour avoir des résultats, tu vois. Alors que, encore une fois, c'est une question d'éthique. Si j'avais voulu juste pour la thune, j'aurais pu très bien lui dire ouais, ok, allez, pas de souci, 2000 par mois, c'est bon, je prends, j'achète. Ok, enfin j'achète, je vends plutôt. Mais je pense toujours dans l'intérêt du client, d'accord? Parce que je vois ça comme une relation long terme, et je pars toujours du principe que si j'étais à la place du client, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir, ok? Et donc, je sais que si je facture, mais que si derrière le client est déçu, ça ne m'intéresse pas. Bon, c'est ma philosophie, chacun fait comme il veut, voilà. Donc si tu fais ça, tu as déjà écrivé une bonne partie de Toka. Ok, ou des fausses rockstars et compagnie. Donc, exemple, les fameux autoproclamés. Ça, déjà, ça pue. Exemple, un prospect, donc je vais te passer un exemple concret, on finira là-dessus. Un prospect me contacte, je commence pas en disant, alors moi j'ai fait ceci ou cela, j'ai réussi à ranker sur tel mot-clé, blablabla, blablabla. Je commence par poser les questions, tu t'intéresses mais ça encore une fois, c'est du marketing, c'est la psychologie humaine, tu t'intéresses au bénéfice. Le client, il veut savoir quel bénéfice tu vas lui apporter. D'accord ? Après, on va parler de toi en dernier point, pour être rassuré, ça va être de la réassurance pour voir si tu es légitime. Mais d'abord, qu'est-ce que tu peux lui apporter ? Donc, je commence par poser les questions orientées sur le client et sa problématique. D'accord ? Un exemple qui me vient, c'était à l'époque en 2013, ouais ça date 2013, donc j'étais le premier à me lancer dans les levées de pénalités Google, à me spécialiser en tout cas dans les levées de pénalités Google. J'avais même créé un site, pénalitégoogle.fr, et je l'avais redirigé sur Spiritus Référencement, j'étais dans les premières positions sur pénalité Google. Après, il y a eu quasiment à la même époque, après, peu de temps après, il y avait eu site pénalisé de, je sais plus son prénom d'ailleurs, j'arrive plus à, voilà, bref. C'est spécialisé dessus. Il y avait même le mec, la Franck Maquinet, je crois, d'Adifco et compagnie, qui m'avait contacté pour un partenariat. Bref. Et donc, je m'étais spécialisé là-dessus. Et tout ça pour dire quoi? Ouais. Donc, le mec, d'ailleurs, c'est ce fameux client, parce que j'ai accompagné dans la thématique santé, là, sur 1 an et demi, pour préciser le contexte, parce qu'avant, il m'avait démarché plusieurs fois en presta one shot. Tu vois, je pars toujours du principe que quand tu es honnête avec le client te le rend et c'est un travail sur le long terme, il reviendra vers toi. Voilà. Et il te fera de la bonne pub, etc. Le bouche à oreille. Et donc, la personne, à la base, elle m'avait contacté pour une pénalité Google. Voilà. Je m'étais spécialisé malgré moi là-dedans parce que voilà, vu que j'aimais bien dépasser les limites, je pars du principe que pour connaître les limites, il faut les franchir. Donc, j'avais pris toutes les pénalités possibles, imaginables, et je les ai bien sûr levées parce que prendre des pénalités, c'est bien, mais c'est mieux les lever pour les comprendre. Voilà. Automatique et manuel. Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit, mais Seb, putain, mais vu que t'es bon là-dedans, pourquoi tu te spécialises pas, etc. Vu que chaque fois on me demandait pour lever des pénals. Bref. Et donc, j'avais fait ça, et la personne me contacte, et donc, pareil, pour un devis. Voilà. Et bon, première chose que je demande les accès. J'ai dit, avant de faire un devis, quoi que ce soit, de vous donner un tarif, il me faut les accès à Webmaster Tool, enfin maintenant ça s'appelle Search Console, Webmaster Tool et Analytics. Voilà. Okay. Et la personne me dit, alors là, elle me tend un bâton, une autoroute, hein, ça c'est ma technique favorite de retournement de situation. Elle me dit, mais putain, mais je comprends pas parce que j'ai démarché plusieurs prestataires, vous êtes le seul prestataire qui me demande les accès à Webmaster Tool Analytics. J'ai dit, mais écoutez, mais moi justement, ce que je comprends pas, c'est que je sois le seul prestataire à vous demander ça, parce que je dis, comment une personne peut vous faire un devis cohérent, correct, sans avoir les accès à Webmaster Tool Analytics pour chiffrer tout ça, tout simplement. Okay. Et là, pouf,
Merci, c'est où je signe. Voilà, tout simplement. Donc, je commence par poser des questions orientées sur le client. Seulement si le prospect, eh ben là, je sais plus la phrase. Oui, seulement si le prospect, je disais à mon avis, si le demande. Dans ce cas-là, tu fais la démonstration, etc. Voilà. Alors, exemple, extrait d'une réponse par mail envoyée le 2 août à un prospect. Merci de l'intérêt que vous portez à mes contenus et mon accompagnement. Donc, tu vois, là, tu auras même un mail type. Tu vois, c'est pour moi, c'est cadeau. Quelles sont vos questions exactement, vos attentes, vos besoins? Direct. Donc, je le remercie de me contacter, de s'intéresser à mon travail. Mais première question, quelles sont vos questions exactement, vos attentes, vos besoins? Je vais pas dire, OK, ouais, je fais du SEO depuis 2007, patati patata. On sent pas les couilles de ça, d'accord? C'est pas l'objectif. Quels sont, je veux m'assurer déjà, un, pour pas me faire perdre de temps, parce que j'ai pas que ça à faire, mais deux, également dans l'intérêt du client pour ne pas lui faire perdre du temps. Quelles sont vos questions exactement, vos attentes, vos besoins, pour m'assurer de le faire réfléchir, de le cadrer effectivement si besoin. Un client a souvent besoin d'être cadré, et pour voir ses attentes tout simplement. Après, je lui communique mes tarifs pour éviter de perdre du temps, tout simplement, pour voir si la personne a le budget nécessaire. Je facture 200 € de l'heure et 1500 € la journée. Comme ça, généralement, ça permet d'écrémer. Si la personne n'a pas le budget nécessaire, dans ce cas-là, elle contacte mes confrères, tout simplement. Disclaimer. Donc, en fait, j'ai toujours joué la carte de l'honnêteté et l'authenticité. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans ma page qui je suis sur les valeurs. Je fonctionne comme ça. C'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Je ne propose quasiment plus d'accompagnement en tant que prestataire. Si vous cherchez par exemple un partenaire pour gérer le suivi mensuel de votre campagne SEO, le suivi mensuel d'une campagne, c'est la prestation de type, je ne le fais quasiment plus. Je n'accepte aucune demande en dessous de 2000 € par mois. Avant, c'était 1500, là, maintenant, c'est 2000 € par mois. Si la personne n'a pas minimum 2000 € par mois, déjà, je n'étudie même pas la demande. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Alors, deuxièmement, je suis en déplacement à l'étranger. Donc, encore une fois, comme ça, elle contacte mes confrères. Ça évite de perdre du temps pour tout le monde. À un moment donné, il faut appeler un chat, il faut arrêter de tourner autour du pot. Moi, c'est ma façon de faire. Il faut dire les choses. C'est à la fois bénéfique pour toi, comme ça, tu perds pas de temps, et à la fois pour le client. Voilà, tout simplement. Donc, je suis gagnant-gagnant. Je suis en déplacement à l'étranger. Vous ne pourrez pas me contacter par téléphone ni SMS. Je suis joignable uniquement par mail ou Telegram, session de coaching, par Zoom, Skype, Google Meet. Je lui explique le contexte, comment je fonctionne. Je suis en déplacement à l'étranger. Voir pareil si la personne, ça lui convient ou pas. Il y a des personnes sur lesquelles ça ne peut ne pas convenir. Dans ce cas-là, c'est OK. Mais encore une fois, dans ce cas-là, qu'elle contacte mes confrères. Tout simplement. T'expliques le contexte. Le plus simple serait d'échanger sur Telegram. Si vous êtes présent sur cette plateforme, c'est là où je suis le plus présent et actif en ce moment. Okay. Ma méthode de travail est simple, je m'adapte aux besoins et surtout au budget de mes clients, toujours pareil. Mes accompagnements, coaching ponctuel ou régulier tous les mois, on définit, donc je définis les options possibles, on définit un axe de travail en amont et je réponds à toutes vos questions durant les sessions. Session de coaching par tranche de 2 heures minimum, avec option par tranche horaire, session par exemple de coaching de 2 ou 3 heures. L'audit, prestat classique, ça me dérange pas d'en faire. Je peux être amené encore à en faire de manière, vu que c'est one shot, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour l'analyse, simulation intellectuelle, curiosité. Audit ponctuel pour analyser les forces et faiblesses de votre site. Je n'accepte plus d'audit en dessous de 1500 €. Pareil, ça m'intéresse pas. Et les audits, généralement, je ne fais pas comme mes confrères en faisant des tartines pareil, ou pareil, je vais me vanter de faire 1300 pages d'audit. Ça n'a aucun intérêt, encore une fois, si ce n'est s'astiquer le manche, en fait. Ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, c'est tout le contraire. Je vais faire un audit qui soit condensé, je vais me concentrer sur l'efficience, le plus résumé possible, dans l'intérêt du client, l'essentiel, ce qu'il a besoin de savoir. Voilà. Je préfère que le client paye pour l'actionnable et que je lui dise ce qu'il faut faire. Parce que si tu fais un audit de 1300 pages, déjà, bon courage si tu n'as pas l'IA ou ChatGPT, tu as intérêt à être écrire ou à faire appel à un logiciel. Quel est l'intérêt derrière? Est-ce que tu crois que le client a que ça à foutre? Il est chef d'entreprise, il a une entreprise à gérer, qu'il a que ça à foutre de lire 1300 pages. Quand il fait appel à un audit, que ce soit audit SEO, marketing et compagnie, il n'a pas demandé à faire appel à un écrivain ou à un roman. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu veux que ça soit actionnable derrière, comment tu veux que le mec actionne 1300 pages de recommandations? C'est pas faisable. C'est du bon sens, encore une fois. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, est-ce que tu penses pour le client ou pour toi, pour faire le moi-je, pour te faire mousser auprès de tes confrères? Ça, c'est à toi de voir. Généralement, mes audits, la moyenne, ça dépend, mais on est plus dans les dizaines de pages. Au début, je faisais dans les 50 pages, une cinquantaine de pages, et plus ça va, plus j'ai condensé. Voilà, tout simplement. Okay. Dans l'intérêt du client. Et également dans ton intérêt. C'est ça le rôle pour moi d'un expert, c'est la capacité également à synthétiser et à prioriser les actions. Très important. Ce que j'explique d'ailleurs dans la formation dans l'académie, dans le module sur les audits, notamment sur les audits SEO. Alors petit aparté, d'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander, si tu veux bénéficier, parce que j'éclate plusieurs modules de l'académie. Par exemple ici, je propose plusieurs, ça correspond à des modules, des offres à la carte de l'académie. Pénalité Google, mots-clés rentables, etc. Vu que l'académie, il y a je sais pas combien de niveaux, 18, 20, je sais plus, il y a plusieurs niveaux. Avec donc des niveaux dédiés, des modules, et j'ai éclaté en plusieurs modules pour faire des offres à la carte soient plus accessibles et plus souples. Mais tu remarqueras que pour l'instant, il n'y a que certains modules qui sont accessibles, et notamment le module sur l'audit n'est pas accessible, sauf à
à quelques personnes que je connais comme ça à la demande, mais sinon, c'est que dans l'académie. Pourquoi? Parce que je pars du principe que l'audit, déjà, a beaucoup de valeur, énormément de valeur pour le proposer en one-shot comme ça à part. Et c'est surtout parce que, comment dire, dans le module l'audit, je montre beaucoup de choses qui sont entre guillemets confidentielles, je joue le jeu justement, mais je ne veux pas du coup l'ouvrir au grand public comme ça, je le réserve à l'académie, je veux filtrer un minimum en amont. Voilà. L'audit, ce qui est également important, c'est bien beau de faire des recos, mais prioriser les recommandations. Parce que le client, il va te dire ça, tu l'envoies l'audit, poum, ok, il va dire ouais c'est cool, mais je fais quoi de tout ça? Parce que déjà, il y a une coupe budgétaire, il y a une contrainte budgétaire, j'ai tant de budget à mettre en place, quelle action je dois mettre en place en premier? Et donc toi, c'est ton rôle en tant que consultant SEO, ok, de prioriser les actions en 3 niveaux. Ce que je fais dans les audits, donc là je ne vais pas t'en parler ici, ça n'a pas d'intérêt. Si tu es intéressé, tu prends l'académie tout simplement. Alors je ne sais plus comment je classe ça, mais en 3 niveaux. Il y a l'urgence, absolument à mettre en place. Ensuite, recommander et conseiller, c'est un truc comme ça. Mais il y a 3 niveaux, voilà, tout simplement. Et forcément, il faut que ça soit assez homogène. Tu ne vas pas tout mettre dans les urgences, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ça c'est le rôle également d'un consultant. Ensuite, donc, je propose une formation en ligne. Ok. Formation en ligne, je le renvoie vers le catalogue de formation ici, tout simplement. L'académie, donc le programme phare. Ensuite, bon, j'ai ça, côté Black 4, en Rent et les offres. Ok. Donc, pour faire l'académie, qui est ici, ok. 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, etc. Accompagnement à chaque étape, avec des niveaux bonus, etc. Quelle est la meilleure option? J'anticipe la question du client. Il n'y a pas de meilleure option. C'est surtout à vous de voir. Donc, encore une fois, je m'adapte. Toi, en tant que prestataire, tu t'adaptes. C'est surtout à vous de voir celle qui vous convient le mieux. J'aime bien laisser le choix à mes clients. L'audit a l'avantage de faire un tour d'horizon et factuel. C'est un peu comme un contrôle technique. Vous avez un cahier des charges, des facteurs bloquants et du plan d'action à faire. C'est par contre un échange unilatéral. C'est un livrable. Je vous fais l'audit, je vous le livre et à vous d'en faire bon usage. Okay. Le coaching est moins factuel. On échange ensemble sur vos problématiques, on voit ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire. On échange sur votre site, c'est plus axé mindset et mécanique de pensée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de demandes en ce moment de coaching parce que moi, ça me correspond plus à ce que je veux faire. Je prends plus mon pied à faire du coaching à l'heure actuelle que la presta brute pure et dure en tant que telle, ok. Et parce qu'il y a l'échange avec le client et ça plaît plus également avec le client parce que le client doit sentir également que ça me fait plus kiffer aussi. Et je trouve que c'est plus intéressant sur le long terme parce que le client finalement, qu'est-ce qu'il a besoin? Quand il fait appel à toi, c'est plus de t'imprégner de ta mécanique de pensée, de ton mindset. Souvent, on pose la question, ah Seb, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui a dû sortir avant celle-là, de SEO à d'autres business. Parce que voilà, de plus en plus, je veux me détacher du SEO, faire autre chose, même si c'est ma spécialité. J'ai fait le tour du sujet. À l'heure actuelle, j'estime avoir fait le tour du sujet. Et je vais retourner à, entre guillemets, mes premiers amours, plus le business en ligne, le marketing en général, voir un petit peu, avoir un univers plus large. Et on m'a souvent posé la question, je me suis dit à mon audience, à ma communauté, je dis, ça va peut-être pas vous intéresser, tout ça, vu que vous êtes plutôt axé SEO. Et au contraire, on m'a souvent dit, ouais, ben justement, Seb, ça m'intéresse de voir justement ta mécanique de pensée, comment tu réfléchis pour aborder d'autres thématiques ou tes investissements sur la bourse, etc. Bref, toi en tant que personne, comment tu raisonnes à tout niveau, tout simplement. Et donc c'est pour ça que le coaching, ça peut être intéressant pour ça, pour avoir une vision, ça t'apporte une vision tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai expliqué, quand je travaillais en agence d'ailleurs, c'est ce qui manque à l'heure actuelle, la plus grande richesse, c'était d'échanger avec des personnes différentes parce qu'on a tous un œil différent, une façon de faire, on est tous différents, on a tous eu une approche différente, un moule différent. Alors moi j'ai cette chance d'avoir été autodidacte justement, donc d'avoir pris sur le tas, je me suis fait ma propre méthode, mais malgré tout, j'en ai tous des influences, j'ai été influencé par une espèce de process, une espèce de vision également en agence avec voilà les développeurs du moment, les intégrateurs, etc. Même si je me suis fait, j'ai tracé mon propre chemin, j'ai cette chance d'avoir été pas trop court-circuité, mais il y a quand même des influences qui sont plus ou moins importantes, voilà, tout simplement. Okay. Donc la formation également en ligne, dernier point, qui agit comme un transfert de compétences. C'est ce que je vends ici au travers de différents programmes avec notamment l'académie. C'est un transfert de compétences, c'est une méthodologie, une stratégie que je vends. Au-delà de la technique, il y a des techniques bien sûr avancées, c'est en tout une méthodologie, une stratégie, un fil conducteur. C'est un transfert de compétences, tu peux t'approprier ma vision, ma manière de faire. C'est ça qui a le plus de valeur finalement dans tous les programmes de formation et dans tous les coachings, peu importe finalement, d'accord? Quand tu achètes un produit, quelque chose, tu n'achètes pas tant le produit, tu achètes une vision d'une personne, d'accord? Comment elle réfléchit, une mécanique, un mindset. C'est ça qui est important, ok? À toi après de te l'approprier. Voilà, donc je finirai là-dessus. À toi de voir si tu cherches plus un cahier des charges. Ah, donc oui, donc c'était la fin du mail au client. Oui, parce que vous voyez du coup. Même maintenant, si je tutoie, je préfère le tutoiement, mais c'était dans les prestats classiques au début. À vous de voir si vous cherchez plus un cahier des charges livrable, auquel cas il y aura l'audit par exemple, ou un partage d'expérience avec le coaching. Voilà. Bonne journée depuis les îles Gili, oui, parce que là, à l'époque, au moment où je faisais ce mail, j'étais depuis les îles Gili. Voilà. Maintenant, au moment où je fais cette vidéo, je suis à Lombok. Voilà. Tout simplement, voilà, je finirai là-dessus. Écoute, j'espère que ça t'a plu, que t'as pu, ça peut donner des exemples de réflexion pour sélectionner ton prestataire, tout simplement, à la fois en tant que client et à la fois en tant que prestataire
pour te permettre de mieux te positionner peut-être en tant que prestataire, pour avoir des lignes de réflexion. Juste un dernier point auquel je pense, une anecdote, tu vois. Quand j'avais sélectionné, je sais plus, un Media Maker, un monteur vidéo, peut-être un monteur vidéo, bref, je ne voulais pas blesser la personne parce que je sentais que la personne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont, qui sont réceptifs aux critiques. C'est dommage parce que c'est ce qui permet d'avancer. Mais ça nécessite une certaine remise en question, justement. Et écoute, et autocritique, voilà. J'avais dit non, j'ai sélectionné d'autres prestataires, ou merci, je vais réfléchir pour l'instant, etc. Bon, bref. Donc la personne me dit merci pour votre retour, nanana, ou j'ai fait affaire avec un autre, j'ai dit je sais pas quoi, bon, bref. Je n'ai pas précisé, et elle me dit ok, est-ce que vous pourriez me préciser les raisons pour me permettre d'évoluer pour mes futurs trucs? Bon, ben, je dis pourquoi pas, ça me permet d'évoluer, ok, je vais lui passer les trucs. Donc je lui fais part des retours, je lui dis voilà ce qui m'avait pas plu, manque de transparence, etc. Et donc là, le truc classique, la personne s'est braquée, bah non, c'est vous qui, patati patata. Bon, bah, j'ai pas répondu, supprimé, ça m'intéresse pas, moi je m'en fous, c'était pour lui, tu vois. Voilà, bref. Ok, allez, donc c'est plus une histoire de posture, hein, tout simplement, au-delà de la compétence, hein, pour moi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, tu vois, tu mets le petit pouce, ça donne de la force, ok. N'hésite pas à me faire part en commentaire, juste en dessous de la vidéo YouTube que tu regardes en ce moment, me dire, toi, en tant que prestataire ou en tant que client, si ça t'a aidé ou pas, comment tu te positionnes, est-ce que tu es d'accord ou pas avec ce que je dis, d'avoir tout simplement ton retour, c'est intéressant. Abonne-toi à la chaîne, pardon, à la chaîne YouTube SEO for Maker, c'est pas déjà fait, pour être tenu informé des prochaines vidéos. Inscris-toi à la newsletter et fais comme plus de 250 membres qui l'ont déjà rejoint pour bénéficier de conseils adaptés, la stratégie étape par étape pour vivre de ton business en ligne. Tout simplement, c'est une newsletter dans laquelle j'aide en fait les entrepreneurs, comme je dis ici, à prospérer sur Internet simplement et honnêtement. C'est une newsletter qui est axée pas que sur le SEO, finalement bien plus que le SEO, j'aborde finalement très peu. C'est plus sur ma vision, sur la manière, tout ce qui va m'entourer en temps, parce que je suis pas que SEO en fait. Hein. C'est plus ma manière d'aborder les choses dans le business en ligne en général, dans le marketing, mes découvertes du moment. Bref, finalement tout ce qui est le quotidien d'un entrepreneur en fait, d'accord. Les investissements en bourse, les placements, mon évolution, etc., etc. D'accord, voilà. Donc si ça t'intéresse, je t'invite, c'est pas déjà fait, à faire comme plus de 250 membres, à rejoindre cette newsletter. Je suis également disponible sur le canal Telegram. Je te laisserai regarder par toi-même. Si tu veux accéder à mon canal Telegram, il faut t'inscrire justement à la newsletter. Dans ma newsletter, tu recevras le lien. Tu verras, il y a un lien vers mon canal Telegram. Ok ? Ça te permettra également d'être informé, tout simplement, des prochaines formations et de profiter de prochains bons plans et surtout de bénéficier de conseils, de faire partie de mes contacts. Ok. Si tu souhaites aller plus loin, je te laisse prendre connaissance ici du catalogue de formation, seoformaker.com/formation SEO, où tu as le programme phare, l'académie et d'autres formations ici. Voilà, tout simplement pour t'aider à gagner du temps, de l'argent. Et encore une fois, pour finir là-dessus, dans la formation, ce qu'on vend et ce qu'on cherche, c'est un programme étape par étape, d'accord? C'est un programme, un savoir qui est structuré. Parce que souvent, il y a un faux débat là-dessus. C'est important de le préciser. Ouais, mais il y en a, ils vont pas comprendre, ils disent mais putain, mais pourquoi il y en a qui vendent des formations? Ou pourquoi acheter une formation alors qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, dans le SEO, tu trouves quasiment tout sur Internet, etc. Alors, oui, mais non. D'accord. Oui, en 2023, le SEO est beaucoup moins opaque qu'à l'époque, dans les années 2000. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de gros secrets, mais il y a encore des secrets, des techniques avancées. Ça sera toujours le cas, c'est ce qui permet d'avoir un avantage concurrentiel. Mais par contre, au-delà de ça, c'est que surtout quand tu achètes une formation, c'est que tu achètes un programme étape par étape qui est structuré. Que si tu cherches l'information sur Internet, déjà, tu vas mettre énormément de temps à trier l'information parce qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de merde qui sont dites, d'accord, par de pseudo-experts. Il y a très peu finalement d'informations qualitatives. Donc ça, déjà, il y a un gros travail de filtre, c'est comme les domaines expirés, à filtrer. Donc, tu vas économiser déjà du temps, tout simplement, de l'argent. Ça va te permettre d'éviter de faire des grosses erreurs. Moi, le premier, encore une fois, ces dernières années, j'ai investi plus de 30 000 euros dans des investissements foireux que j'ai fait, d'accord? Ce que j'explique ici, 30 000 euros investis en 3 ans en R&D tests, même si, tu vois, j'ai une expérience et une expertise dans le business en ligne depuis 2003, tu vois, pour te dire. Même après toutes ces années, ok, personne n'a la science infuse. Et ça fait partie du jeu. Il faut connaître l'échec, échouer pour réussir et perdre de l'argent pour en gagner, tout simplement. La façon de voir les choses, ok. Mais tout ça pour dire également que tu achètes un programme structuré. Là, c'est ce que je vends dans l'académie. Pourquoi c'est le programme à l'heure actuelle qui a le plus de valeur? Parce que ça a été pensé d'un point de vue pédagogique, et j'insiste là-dessus, pédagogique. Je t'amène d'un point A à un point B. On commence par le début jusqu'à la fin. Par exemple, le niveau 1, ici, ce que j'explique là, c'est le mindset. Pourquoi? Parce que pour moi, ce que j'explique ici, dans l'écoute, remise en question et tout ce qui est le feeling, mindset, parce que je pars du principe que c'est le premier élément indispensable dans le domaine du SEO, business en ligne en général, c'est le mindset. Ça sert à rien de parler de compétences si derrière tu n'as pas le mindset. Si tu n'as pas la curiosité nécessaire, la mécanique de pensée, tu resteras comme la majorité des autres, tu resteras dans la moyenne. Voilà.
Et donc, tu ne dépasseras pas la moyenne. Si tu veux être dans les premières positions, dans les premières positions, il faut être meilleur que les autres. Et donc, dépasser la moyenne. Et ça se fait par le mindset, tout simplement. Et c'est après, avec le mindset, que tu acquiers la compétence parce que tu as la vision, tu débloques des trucs. D'accord? Des croyances limitantes, des leviers psychologiques. On en revient toujours à la psychologie humaine, hein, finalement. Et le deuxième niveau, également fondamental, les deux niveaux sont là pour accoucher ton esprit. Bon, je te laisserai prendre connaissance du plan de formation également après, mais le niveau 2 également, c'est sur l'algorithme. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de méconnaissances sur l'algorithme Google, sur le fonctionnement du PageRank, le principe de redistribution, etc. Et donc, ça sert à rien de parler de techniques avancées, etc. si déjà l'interprétation est foireuse à la base, tout simplement. Voilà, ok? Allez, je finirai là-dessus. J'espère que ça t'a plu et moi, je te dis à bientôt. Ciao!